Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du Journal de la Communauté présentée par Jean Lewis. Nous émettons du studio 201 ici à Illinois. Invité de ce journal, Clément Mirassa. Clément Mirassa qui est le président du Parti social-démocrate congolais opposant au régime de Denis Sassou Nguesso. L'homme est présenté comme exemplaire et incorruptible. Avec lui, nous parlons de l'actualité congolaise, notamment cette espèce de vadrouille de plus de Denis Sassou Nguesso en Russie. Nous aborderons également la question du détournement de 3 000 milliards de CFA par M. Armel Dongou. Nous évoquerons la ville morte décrétée à Rwando et nous parlons également des contre-performances du Congo dans les organisations sous-régionales que sont la CEMAC et la CEAC. Ne quittez pas, chers amis, la suite de cette édition dans quelques instants. Et oui, je vous l'ai dit dans les titres, chers amis, la radio de la communauté a pour invité Monsieur Clément Mirassa, qui est le président du PSDC, donc le Parti social-démocrate congolais. Alors, une fois de plus, salut, président, et bon retour sur la radio de la communauté africaine. Jean Léus, merci beaucoup. Mais voilà. Bonjour les téléspectateurs. Je Voilà, je suis suis. heureux, je suis heureux de me retrouver après ce long moment avec toi sur ce média pour échanger, pour essayer de donner nos points de vue sur l'actualité. Voilà, je l'ai dit dans les titres, nous allons ouvrir ce journal par l'arrestation. On nous annonce donc l'arrestation de Monsieur Lassi Bouiti, un leader de l'opposition au Congo-Brazzaville, très critique dans ses vidéos YouTube, on peut le constater. Alors, que s'est-il passé? Parce qu'on l'a toujours vu hein, faire des vidéos sans qu'il en soit inquiété. Pourquoi finalement ont-ils décidé de l'arrêter maintenant? Bon, nous sommes extrêmement préoccupés parce qu'il y a quelques jours, nous avons vu sur les réseaux sociaux qu'il était l'objet d'une tentative d'assassinat. Et aujourd'hui, nous apprenons qu'il a été arrêté hier par des gens cagoulés, très armés, devant sa femme, je crois, et les enfants, ce qui est traumatisant. Et il a été amené, dit-on, dans une direction inconnue. Alors nous, on ne va pas faire beaucoup de commentaires. Le premier commentaire que nous faisons, c'est que nous recommençons à sentir qu'il y a cet acharnement sur les opposants qui recommence et que certainement, j'espère que ça va s'arrêter parce que ça bruisse de partout. Même moi-même, chaque jour qui passe, on me fait dire que je devrais être arrêté à cause des émissions que je fais, etc. Alors qu'on essaie d'être respectueux de la loi, surtout de l'article 25 de la Constitution qui autorise la liberté d'expression en supposant que nous ne violons pas la loi. Mais ce que nous voulons dire, notamment à l'opinion nationale et internationale, c'est qu'on se rapporte à notre Constitution. Parce qu'il est bon que les Congolais aient ça à l'esprit. Je Oui. prends l'alinéa 2 de l'article 9 de la Constitution, qui dit ceci: tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès juste et équitable garantissant les droits de la défense, les droits de la victime soient également garantis. Après, je passe à l'article 11 qui dit ceci: toute personne arrêtée est informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Tout acte de torture, de traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit. Et je clôture par l'article que je vais retrouver, je crois que c'est l'article 205, qui dit clairement: la force publique et apolitique, elle est soumise aux lois et règlements de la République, elle est instituée dans l'intérêt général, nul ne peut l'utiliser à des fins personnelles. Donc voilà un peu pour dire que pour nous, si nous n'avons pas compris et si les Congolais ne comprennent pas exactement quel est l'objet de l'arrestation, nous lançons un appel à la libération immédiate de Bouti-Lassi, qui est le responsable d'un parti politique. Et voilà. Quelques secondes sur la question, Président Mirassa. On l'a vu, ce jeune homme, il a peut-être plus d'un an déjà en train de critiquer le pouvoir. Alors,
Doit-on dire que son discours ces derniers temps a pris une allure plus incisive qu'il ne l'aura été? Ou c'est la peur de Comme, l'horizon 2026? comme rien n'a été dit. Mais moi, ce que je relève, c'est que ça se passe dans un contexte où les Congolais ont découvert que le pays est baigné dans des gros scandales, sinon scandaleux crimes économiques et financiers. Avec l'affaire de Dongou Armel Silver Zidane, avec l'affaire de Moya Gertrude Stéphanie. Et nous constatons, et les Congolais constatent, que lorsqu'il s'agit de ce genre d'affaires, les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers ne sont nullement inquiétés. Mais quand il s'agit des aspects politiques, très rapidement, vous avez, tel qu'on a décrit la manière dont il a été arrêté, c'est pratiquement assez étrange et à mon avis, les choses devraient, à mon avis, changer. Et on devrait avoir le même traitement pour ceux qui plongent le pays dans une grave crise économique et financière que de s'acharner sur les opposants politiques. Alors, vous avez bien fait d'anticiper, on va parler de l'affaire Dongou. Alors, la question, je ne voudrais pas vous amener à une investigation sur ce scandale. On parle de 3000 milliards de francs CFA dilapidés par M. Dongou. Le président Merassa, comment un pays organisé avec un circuit justement officiel de décaissement de fonds a-t-il pu échappé? Comment M. Dongou est-il passé par les mailles de ce circuit rigoureux pour dilapider à hauteur de 3000 de CFA au trésor public? Est-ce En qu'il tout y a cas, nous, là des mécanismes, finalement, vous le savez, de contrôle. Alors, comment a-t-il pu échapper à cela? moi, je me base sur la déclaration du président de la République. En août 2009, le président de la République a déclaré lors de son investiture que je ne surprends personne en affirmant qu'en dépit des efforts multiples, le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de concussion, de népotisme, de détournement des deniers publics et autres. Et il a déclaré, ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Et nous sommes, depuis 2009 jusqu'à maintenant, vous voyez que beaucoup de temps s'est écoulé et on n'a pas vu les gouvernants être mis en cause. Et nous constatons, mais au-delà de ça, Zidane, ce n'est pas, Dongo Armel Zidane, ce n'est pas le premier cas. Le 28 novembre dernier, le président a lui-même révélé le fait que, s'agissant des bourses, au lieu de ne demander que 3 milliards exigés pour payer les bourses, les services exigeaient 9 milliards. Et le président s'est posé la question si le différentiel de 6 milliards se dissipait sans jamais laisser de traces. Et des voix se sont élevées pour dire trop, c'était trop, parce que les Congolais sont dans la misère et dans la souffrance. Et assez souvent, les gouvernants disent qu'il n'y a pas d'argent. Et on découvre que cet argent, en fait, est entre les mains d'un certain nombre de privilégiés qui bénéficient en plus de la protection des gouvernants. Et c'est ça qui fait souffrir les Congolais. Bon, on dit que vous ne faites qu'affirmer. Est-ce qu'il y a là des indices qui permettent de corroborer ces allégations, M. Mirassa? Ah, je venais de faire une émission où j'ai abordé la plupart des cas, mais des cas avérés. Est-ce que vous Quand je, pouvez, pour la gouverne de nos auditeurs, nous en dire quelques je prends le cas des 14 000 milliards d'excédents budgétaires pour lesquels le président avait dit qu'un compte appelé par certains compte des générations futures devait être ouvert à la Banque centrale, qu'un audit devait être fait chaque année et que cet audit devait être rendu public. Mais figurez-vous que de 2006 à maintenant, aucun audit n'a été réalisé. En plus qu'il devait être réalisé par la Cour des comptes et des disciplines budgétaires. La Cour des comptes est là, la Banque centrale est là et l'audit n'est pas fait. Je peux évoquer un autre cas. Vous avez les révélations qui ont été faites, connues par tout le monde. Les révélations des Panama Papers, comme quoi 6 Congolais détiendraient 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. Et je continue. Si je prends la situation des retraites de novembre et décembre 2016 pour les pensions, pour les retraités de la CREF, de la Caisse des retraites des fonctionnaires, 9 milliards auraient été virés du Trésor dans un compte de la LCB, de la CREF, et le directeur général a lui-même publiquement déclaré sur les médias qu'il a confirmé que l'argent avait été bien viré et il a ajouté que ça a disparu, disparaît.
Et j'ajoute un dernier, bon, mais j'ajoute, enfin, les cas, ils sont nombreux. Je peux parler des malversations financières au Fonds de soutien à l'agriculture. Les documents existent. Je peux parler du dossier FIGA. Je peux parler de la déclaration d'un député en pleine assemblée qui a déclaré qu'il y avait des fonds qui avaient été débloqués pour une route imaginaire de près de Le 137. député, vous parlez du député Ibovi? Jean-Claude Ibovi. Donc, vous voyez bien que ces cas, ils sont bien connus tant des gouvernants et aujourd'hui, les Congolais se sont rendus compte que, effectivement, la plupart des responsables des scandales crimes économiques et financiers bénéficient de la protection. Est-ce que c'est parce que les opposants dénoncent parfois cela qu'on fait peser sur eux une épée de Damoclès pour dire ils vont être arrêtés? Non, ils le font. C'est dans l'intérêt du pays et je crois qu'il faut que nous allions à l'amélioration de la gouvernance et que ceux qui sont responsables de ces faits soient véritablement traduits en justice, qu'ils puissent bénéficier de la présomption d'innocence et qu'ils puissent répondre, que les coupables soient sanctionnés et que ceux qui n'ont rien à voir soient libérés. Alors, pour conclure sur ce que vous venez de dire, si je peux, on peut en tirer une preuve logique, c'est-à-dire qu'on ne punit pas, les audits ne sont pas réalisés, les procès, parce que les chefs eux-mêmes sont compromis. Le président de la République a déclaré dans son message en 2018 que face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout Oui, passera dans la nasse du droit et de la justice. Seule prévaudra la loi. C'est ce que nous voulons. Mais malheureusement, nous constatons que dans la pratique, ça ne s'applique pas. Et que ceux qui ont plongé le pays dans la misère et dans la souffrance ne sont nullement inquiétés. Ils se promènent tranquillement. Par contre, les hommes politiques comme nous autres, nous vivons sous la menace. Vous avez le cas de la CBT, là, etc. c'est, Mais j'espère et, que dans les jours prochains, nous allons comprendre ce qui se passe exactement. et dans le cas d'espèce, on nous dit que Dongo a servi de vache à lait, hein, et peut-être à même certains membres de l'opposition, hein. C'est le rôle qu'il joue là-bas, Bon, moi, je à ne veux pas saupoudrer un peu m'aventurer. partout. Je ne veux pas m'aventurer là-dessus. Ce que je peux dire de Dongou Armel, puisque il a fait l'objet de beaucoup de publications sur les réseaux sociaux. Et on a appris qu'en septembre, il a passé 3 jours à la centrale d'intelligence et de documentation. Donc, il a été suffisamment connu. On constate qu'il a été nommé à un poste stratégique de directeur des titres et des valeurs au Trésor. Mais après ce poste, il a été nommé directeur général adjoint au niveau du Trésor avec sa collègue Moya Gertrude Stéphanie. Oui. La nomination a eu lieu le 9 novembre 2024. Il a été installé le 13 novembre. Ensuite, le 5 mars 2025, il a bénéficié, il a été élevé à la dignité de grand officier et du mérite d'ordre congolais. Et finalement, on apprend le 18 avril, il est relevé. Le 18 avril, il est relevé. Le 22, il y a une réquisition de l'interdiction de sortie, mais malheureusement, il a pu sortir du pays. Maintenant, le commentaire, le reste, c'est la justice et il faut que la justice se Et fasse. quelle justice? C'est ça, celui-là le point d'interrogation. Merci donc, doyen. Nous allons parler finalement de l'opposition congolaise dans la suite de ce journal. Alors, président Mirassa, j'ai suivi des sorties peut-être trop risqué pour les deux camps, notamment le vôtre et celui de Satima Biela, où euh, vous interrogiez sur la crédibilité d'un opposant. La définition traditionnelle d'un opposant, ici, c'est celui qui, finalement, au terme d'un processus électoral, perd l'élection et décide donc de critiquer l'action gouvernementale. Alors, quels sont pour vous, je voudrais que vous nous parliez, est-ce que vous m'entendez hein, parfaitement? Oui, très bien, très bien, Voilà. très Quels bien. sont les critères de crédibilité d'un opposant politique selon vous? Et comment ces critères s'appliquent à la réalité congolaise? Je voudrais vous voir pédagogique, citer, hein, vous n'avez pas besoin de craindre de citer des noms, car le droit de réponse, il est réservé à qui vous, le voudra. Alors, dites-nous, parlez-nous des critères de crédibilité dans cette classe politique congolaise à ce jour, au Congo. Non, je crois qu'il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de spéculations. La loi est très claire et je l'ai sous les yeux. Oui, Je vais vous prendre la linéa 2 de l'article 1er de la loi portant statut de l'opposition politique. Il est dit que l'opposition politique est constituée par l'ensemble des partis ou groupements de partis politiques
ne soutenant pas l'action du gouvernement. Je reprends. L'opposition politique est constituée par l'ensemble des partis et ou groupements de partis politiques ne soutenant pas l'action du gouvernement. C'est clair. Donc, L'article 2, je vais lire l'article 2 de cette même loi dit, l'opposition politique participe à l'animation de la vie politique nationale. Et quand je tourne, je prends l'article 5, tout parti politique ou groupement de partis politiques appartenant à l'opposition peut accepter de faire partie du gouvernement. La présence d'un opposant au gouvernement l'astreint à la solidarité nationale. Ça donne, il y a beaucoup de spéculations, mais à notre niveau, il n'y a pas de spéculation. Pour nous, les choses sont claires. Vous ne pouvez pas être à la fois au gouvernement et à l'opposition. Pour nous, c'est clair. Et pour nous, c'est les partis ne soutenant pas l'action du gouvernement qui sont véritablement à l'opposition. Maintenant, les gens ils font beaucoup de spéculations, mais on a du vécu. Quand on va dans cette opposition qu'on appelle opposition politique congolaise, ben on peut interroger, vous parlez des noms, mais je ne vais pas en citer beaucoup. Mais allez interroger le ministre Fila, qui pendant longtemps a vécu l'expérience, où dans cette opposition, on ne voulait pas le reconnaître comme opposant parce qu'il était au gouvernement. Mais ce n'est pas Clément Mirassa qui a appliqué ça. Donc, pour nous, les choses sont claires. Maintenant, j'ajoute une dimension que je peux considérer comme dimension personnelle. Comme on dirait, il y a des gens qui disent, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et moi, je peux essayer, je ne dirais pas de paraphraser cela, mais j'essaierai de me baser sur ça pour dire, il n'y a pas d'opposition, il n'y a que des preuves d'opposition. Mais les preuves d'opposition, les faits sont nombreux. Regardez comment la population souffre. Comment chacun de nous, en tant qu'opposant, considère cette situation et se bat pour la misère et la souffrance du peuple. Nous avons connu dans ce pays le problème des terres et les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, se sont levés pour dire non à la vente de nos terres, non à la cession de nos terres et au Rwanda. Et nous avons dit oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Est-ce que tous les autres, ceux qui se disent opposants, je les juge par rapport à leur point de vue? Ceux qui sont, doyens, je vais un instant vous aider, ceux qui sont au gouvernement croient que vos partis de l'opposition ne sont que de nom, que vous n'avez pas une base qui vous permette justement de vous définir comme opposant. Que répondez-vous à cela? Que je n'ai pas une base, mais je me définis. Mais la définition, elle est claire. Je ne soutiens Non, une pas. base, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'élus, et donc Non, la réponse également, le critère de la mais la crédibilité. question, la question également, la réponse à cette question également est claire. Oui, Mais ils savent ce qu'ils le disent. Ils savent que j'ai été pendant longtemps président de la Fédération de l'opposition congolaise. Et ils savent qu'à ce titre, nous avons pratiquement boudé toutes les mascarades de concertation qui se sont tenues dans le pays. Parce que nous avons toujours défendu la thèse selon laquelle aucune élection libre, démocratique et transparente n'a été organisée dans le pays depuis 2002. Et quand on regarde aujourd'hui la manière dont se prépare l'élection de 2026, mais on se dit qu'on n'est pas prêt à remplir les conditions véritables pour une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée. Maintenant, je vais poser une question, je vais leur poser une question et je la leur pose souvent. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et le ministre de oui. l'Intérieur a signé des textes comme l'arrêté 13 205 du 21 octobre 2020, faisant de ce parti un parti conforme à la loi. Que faisons-nous? Et la loi sur les partis que j'ai sous les yeux, dans son article 31, définit les sanctions pour un parti qui viole les lois et règlements en vigueur. Et les choses sont claires. Donc, en fait, quand vous prenez par exemple Madimou, nous n'avons pas été à la concertation de Madimou. Mais parmi nos frères et sœurs qui ont été à Madimou, quand ils sont revenus, on leur a posé une question. Est-ce que vous allez à l'élection présidentielle? C'est vrai que Guy Brice Parfait Kolela est parti, mais j'ai entendu beaucoup d'autres dire on ne peut pas aller à une élection dont les résultats sont connus d'avance. Donc, il Oui. y a une question d'analyse
Il y a une question de reconnaissance et de courage d'assumer ce qui a été dit. Nous, on n'a pas de problème là-dessus. Et assez souvent, la Fédération de l'opposition congolaise a pris la position de ne pas aller à l'élection. Vous savez bien que Moukoko est en prison. Vous savez bien qu'André Okombi est en prison et que c'est le fait de l'élection. Donc, c'est des faits politiques qu'il faut analyser sérieusement et ne pas aller à la légère. Mais on reconnaît, Alors, peut-être pas à travers Mirassa, mais je dis l'opinion congolaise, ça interroger tout le monde, l'opinion congolaise. Et c'est ça qui pose des problèmes à l'opposition. L'opinion congolaise pense que on est opposant le jour et la nuit, on est collaborateur. C'est clair. Et ça, quand je le répète, mais je ne suis oui. pas le premier à le dire, poser la question aux Congolais, et je crois que les gens, ils vont réagir. Maintenant, quand Mirassa le dit, on croit et on m'a mis beaucoup de On choses dit que sur le dos que j'ai déstabilisé le pouvoir du président Pascal Lissouba. Mais sous Pascal Lissouba, j'étais à l'opposition. Sous Pascal Lissouba, j'étais à l'opposition. Donc, le fait d'être à l'opposition, c'est-à-dire de marquer ma différence dans un cadre, dans un contexte où on doit respecter le droit à la différence, on doit être tolérant. Moi, je ne déstabilise pas, je donne mes points de vue. alors, C'est comme les émissions. président Mirassa, est-ce qu'il y a une euh, incompatibilité entre votre visibilité médiatique et le fait que vous êtes le président d'un parti politique? Ben, les choses sont claires. Hein. Il n'y a pas de. Moi, j'ai cru, Enfin, M. Okongo, c'est la dire tout ça. jalousie quand on vous voit faire des émissions. Parce que, non, je préfère ne pas qualifier ça. Mais je sais, Jean-Louis, que depuis plus d'un an, et il faut reconnaître que j'ai réalisé quelque chose de fantastique. Depuis plus d'un an, je fais une émission qui s'appelle Grand Angle, dans le Oui, but de faire prendre très, très conscience suivi aux d'ailleurs, Congolais. hein. Et tous les samedis, depuis plus d'un an, je m'efforce à ce que, et les Congolais la suivent, etc. Et je crois que j'ai apporté un certain nombre de choses, j'ai apporté un certain nombre d'informations, et dans le combat politique que je mène, tant au plan politique, au plan électoral, au plan économique et financier, ben, je crois que j'apporte un plus dans la vie démocratique au niveau du Congo. Alors, Et vos j'apprends détracteurs, d'ailleurs euh, J'apprends d'ailleurs, Lévis, à un moment donné, j'ai fait une émission avec Christian Perrin, que j'admire beaucoup, mais qui m'a fait comprendre qu'il avait reçu des appels téléphoniques pour lui dire qu'il ne fallait pas qu'il soit responsable de la mort de Clément Mirassa. Ce n'est pas que ce qu'il dit est faux ou quoi, c'est qu'il dit est bon, mais ça dérange. Donc le problème, c'est au niveau, quand on parle arrestation, tout ça, c'est tout simplement parce que ça dérange et on veut réduire complètement tout le monde au silence. C'est pas normal. alors, On est bon. est-ce que vous pensez que cette visibilité médiatique est suffisante pour justement pour se connecter au peuple? C'est celui-là le problème. Mais elle est Est-ce qu'il n'y a importante pas parce que plus nous à permet. faire? Non, il y a certainement plus à faire. Moi, ça, je vous l'avoue, je ne vais pas rentrer dans les stratégies, mais je peux vous dire que au plan communicationnel, on a avancé. Maintenant, je pense qu'il faut qu'au plan de la mobilisation, que nous avançons aussi et que nous soyons en contact. Et je donne l'information, Jean-Louis, je donne l'information qu'on a lancé un appel pour aller à un rassemblement de la vraie opposition. Je dis bien de la vraie opposition. Ben, ceux qui répondront, on va s'asseoir avec eux et on va voir comment on va avancer. Et je Euh, ça crois vous, que ça vous le on, dites on, dans le cadre d'une plateforme de l'opposition? oui, dans le cadre d'une plateforme de l'opposition, c'est-à-dire Euh, que ça dépassera le cadre du Parti social-démocrate congolais pour et- qu'ensemble nous allions et que nous avancions. mais qu'est-il devenu le FROCAD finalement? Le FROCAD est là. Le FROCAD est là. D'ailleurs, On parle d'une coquille vide, on parle d'une structure qui n'a pas d'assises à l'extérieur. Est-ce que vous pouvez rapidement, en quelques 120 secondes, nous parler de cette structure, non, mais nous les parler gens de ne sont l'actualité pas du FROCAD? informés. Les gens ne sont pas informés puisque la fédération de l'opposition congolaise venait de tenir son conseil fédéral. Et au cours de ce conseil fédéral, ils ont fait d'une structure qui est dirigée par M. Jean-Noël Mabiala à Lyon, le quatrième groupement politique au sein de la On fédération. dit qu'il n'y a pas assez de chaleur là-bas, du côté de Lyon, hein. Pas assez Est-ce que du vous côté pouvez de Lyon. évaluer le travail fait par lui?
Ah objectif. ben ça, le travail, ça c'est la fédération qui va l'évaluer, mais au moins la structure existe. Et c'est déjà une bonne chose qu'il y ait une organisation dans ce type-là. Et j'ai suivi, j'ai pris part, parce que je suis encore, je ne suis pas, j'ai pas fini, je suis encore président du comité d'honneur de la fédération et j'ai pris part à la conférence de presse qu'ils ont organisée à l'issue de leur conseil fédéral. Et moi, je suis en harmonie avec les idées qu'ils développent. Maintenant, s'il s'agit de la mobilisation, ben, écoutez, il faut que l'effort soit fait pour qu'on progresse de ce point de vue. Voilà, merci. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que nous recevons euh, Monsieur Clément Mirassa, qui est le président du Parti socialiste démocrate congolais. Président, je voulais être bien sûr que votre parti est en règle avec les critères de Monsieur Mboulou, notamment les critères de représentativité dans chaque État, parce que nous avions appris que chaque région, nous avions appris que cette loi a été prise pour sanctionner les partis de l'opposition. Ah bon? Oh, vous savez, quand on veut sanctionner, parce qu'on veut exclure. Il y a des gens qu'on veut exclure. Je vous rappelle que avant d'aller aux législatives en 2022, il y a eu une concertation à Ouando et le ministre de l'administration du territoire de l'époque mais a invité la fédération de l'opposition congolaise à aller à cette concertation. C'est nous qui avons refusé. C'est nous qui avons refusé. Donc, c'est des mesures aléatoires en vue de l'exclusion d'un certain nombre de personnalités, mais grâce aux réseaux sociaux, nous occupons une certaine place et nous savons qu'au niveau démocratique, nous apportons notre contribution et nous continuerons à l'apporter. Maintenant, s'agissant de la loi et de l'application, je dois dire, quand vous parlez du respect de la loi, je dois dire qu'en signant un texte ou des textes qui font que des partis qui ne sont pas conformes à la loi, comme les partis congolais du travail, continuent à exercer tranquillement et ils ne sont pas sanctionnés, vous rendez compte qu'on est dans une situation extrêmement difficile et ambiguë. Et on se pose la question, au Congo, la loi, c'est pour qui? Est-ce que c'est la volonté du système au pouvoir ou c'est véritablement la volonté d'exprimer cela? Donc, je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui devraient se faire. Alors, comment renverser cette tendance finalement? Mais la tendance, c'est que nous faisons le travail. Je suis en communication. J'ai fait une émission aujourd'hui, mais ça fait partie de ce que nous faisons pour la prise de conscience. On a posé des questions sur Dongou, Armel, Zidane. Mais tout ça, ça fait partie et ça aide les Congolais. Je peux vous dire sincèrement qu'au cours de ces dernières années, la prise de conscience au niveau des Congolais avance et je crois que nous travaillons pour que les Congolais prennent le destin de leur pays entre leurs mains. Parce que ça, c'est constitutionnel. Maintenant, le reste, je crois qu'on va essayer de voir. Alors, à vous comparer, président Mirassa, aux autres opposants, notamment ceux du pouvoir, qui sont, entre guillemets, à la mangeoire, comment faites-vous pour faire fonctionner votre structure? Vous Bon, êtes je dois retraité dire que vous-même, ancien ministre? Allez-y. non, ancien ministre, il y a des siècles que je ne suis Vous plus ministre. recevez des émoluments pour ça? Ah non, 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 il n'y a pas d'émolument. Il n'y a Au rien? contraire, au contraire, je suis dans une situation difficile. Pourquoi? Parce que je suis retraité. Oui. J'ai 41 mois d'arriéré de pension. Je touche ma pension au point d'indice 160 au lieu de la toucher au point d'indice 300 depuis Oui. 2017. Donc, l'État me plonge dans la souffrance et dans la misère parce que chaque mois, je ne touche que presque la moitié de ce que je devrais toucher. Et Ça, c'est c'est pas valable pour seulement. les autres retraités, hein, vous parlez de Non, vous. c'est valable pour les autres Ah, retraités. ah Je bon. ne suis pas un cas particulier. Maintenant, la question que tu poses est importante. Pourquoi? Mais lorsque l'État est pratiquement en quasi-faillite, n'arrive pas à payer régulièrement les pensions, n'arrive pas à payer régulièrement les salaires, etc., les bourses, mais ça a un impact sur les partis comme les nôtres, parce que nous comptons principalement sur la cotisation que chaque militant doit apporter chaque mois pour soutenir le fonctionnement. Évidemment, on se bat pour avoir quelques soutiens ici et là, mais l'essentiel, c'est les cotisations des militants. Et quand on est dans la situation comme celle d'aujourd'hui, évidemment, les partis ont également des problèmes, mais nous nous battons. Et nous pourrons dire qu'au-delà de l'opposition, nous nous battons pour résister. Et nous résistons jusqu'à présent bien. Voilà. La radio de la communauté, invité de ce journal, Clément Mirassa, je vous rappelle, qui est le président du PSDC et qui est chroniqueur
à TLR TV, voilà, vous le connaissez, donc il passe tous les samedis sur TLR TV, une bonne pub, hein, président, pour vous. Voilà. Ah, À merci beaucoup. la Merci suite de beaucoup. ce journal, dans quelques instants, nous parlons de la ville morte à Ouando, président ville morte à Ouando. On pense là à la résurgence du culte de la personnalité, hein. Bon, j'ai suivi ça, peut-être pas de très près, et j'ai appris, je n'ai pas eu la confirmation, j'ai appris effectivement qu'il y a un citoyen, c'est un député, un questeur d'ailleurs de l'Assemblée, qui devait bénéficier de la médaille ou quoi des citoyens, de la qualité des citoyens de la ville de Wando. Et il y a tout un programme qui a été fait avec des hautes personnalités, des membres du gouvernement qui y étaient pour cette cérémonie. Mais en fait, il faut voir que politiquement, il y avait des objectifs dans cette cérémonie. Bon, l'un des objectifs, c'était, parce que j'ai suivi, les jeunes qui ont lancé un appel à la candidature du président Denis Sassou Nguesso pour l'année 2026. J'ai suivi les femmes aussi qui ont lancé un appel à cette candidature. Donc, ça dépassait bien le cadre du questeur de l'Assemblée nationale et ça touchait une actualité nationale avec cette envie. Et ils se sont l'activité n'avait finalement pas qu'un caractère départemental, elle avait également un caractère national, puisqu'au cours de cette activité, on a vu les jeunes s'exprimer pour faire un appel à la candidature du président Denis Sassou Nguesso pour l'élection de 2026. On a vu les femmes également faire un appel à cette candidature, donc ça dépasse le cadre. Maintenant, pour ce qui est de la ville morte, d'après les informations que j'ai eues, la ville morte n'a pas été respectée parce qu'il avait été demandé qu'il n'y ait pas de marché, que les gens n'aillent pas aux activités des champs, etc. Mais il semble que finalement, les marchés ont été ouverts. Ceux qui ont voulu aller aux champs sont allés aux champs. Et je suppose que ça a dû se faire de part et d'autre et que le mot d'ordre de ville morte, semble-t-il, a été suivi. Mais en fait, plutôt de non-ville morte. La ville n'a pas été morte, les gens se sont consacrés à leurs activités. Voilà un voilà. peu. Aux dernières nouvelles, j'ai même appris que cette manifestation a été perturbée par Dame Pluie et puis que la fête s'est terminée dans une petite salle, hein. Voilà. Donc, C'est Dieu, hein? Dieu sait faire les choses. Alors, Président, euh, merci donc pour euh, votre gentillesse d'avoir accepté cette invitation une fois de plus. Alors, nous allons maintenant parler de l'actualité de l'Afrique centrale. Le Président, vous savez que le Congo a toujours a toujours été vu, j'allais dire, comme un pays ayant des contre-performances relativement aux organisations régionales. Et vous en parlez régulièrement en termes de mauvaise gestion. Est-ce que vous pouvez, pour la gouverne nos auditeurs, c'est une question ouverte que je pose, dites-nous quels sont les facteurs justement principaux qui font que le pays soit toujours un mauvais élève de ces organisations, qu'il s'agisse de la CEMAC ou de la CEAC. d'abord, il faut dire, les Congolais le savent, le Congo traverse une grave crise multidimensionnelle depuis plus de 10 ans. Et dans cette crise, le volet économique et financier occupe une place importante, notamment avec le problème de la dette. Et vous savez que, étant membre de la CEMAC, nous devons respecter les indicateurs de la surveillance multilatérale, dont le ratio dette sur produit intérieur brut, qui doit être égal et inférieur ou égal à 70%. Je rappelle à ce propos qu'à une époque donnée, nous avions été pris à partie par le Fonds monétaire international qui nous avait accusés d'avoir caché une partie importante de notre dette. Donc, il y a déjà le problème de la dette et aujourd'hui, le problème des Zidane, etc., n'a fait qu'aggraver la situation. Nous avons des problèmes au niveau des finances et je crois qu'on a suivi il n'y a pas longtemps le directeur général des douanes qui, devant une commission de l'Assemblée nationale, a clairement déclaré qu'il fallait qu'on agisse pour sauver le pays parce que en termes de mobilisation des ressources internes, s'agissant des recettes douanières,
nous enregistrons pratiquement ces dernières années près de 600 milliards d'exonérations douanières, alors que les recettes ne se situaient autour de 180 milliards. Donc, vous voyez qu'il y a des niches, mais il faut que nous allions. C'est vrai, on ne cesse de parler de ce qu'il faut que nous respectons, les équilibres macroéconomiques, il faut que nous allions à la maîtrise de la dépense publique. Il faut reconnaître que nous avons des problèmes de gouvernance. Nous avons d'ailleurs eu du mal à avoir un programme avec le Fonds monétaire. Mais dans cette situation du Congo qui s'aggrave, a des répercussions sur la sous-région. Et Oui. c'est pour ça qu'au mois de décembre dernier, le président Biya et le président Touadéra ont conjointement présidé un sommet parce qu'ils trouvaient que la situation était préoccupante et qu'elle était dramatique si les mesures urgentes n'étaient pas prises. Mais en ce qui concerne le Congo, vous savez bien que nous ne sommes pas prêts d'en sortir. Nous avons exécuté, semble-t-il, 6 revues positives avec le Fonds monétaire, mais nous ne sommes pas sortis de la crise. Et aujourd'hui, j'ai vu tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, qu'Ankaï, les travailleurs de la mairie, accusent de 70 mois d'arriérés de salaire. À une époque, les travailleurs de la mairie de Ouesso accusaient pratiquement 120 mois. Maintenant, s'agissant des retraités, j'ai dit, s'agissant également de la dette intérieure avec 2 volets, la dette sociale et la dette commerciale, mais il faut qu'on fasse l'effort d'égapurer cela. Et aujourd'hui, moi je dis, je ne m'en cache pas, il faut que nous agissions pour récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor public. Voilà, on parle de ce cash qui a été dilapidé et qu'on peut certainement trouver dans les maisons des dignitaires. Est-ce que le Congo, finalement, face à cette situation, court le risque d'une dévaluation Non, c'est pas parcellaire? le Est-ce qu'on peut parler de dévaluation parcellaire du Congo parce qu'on dit que c'est le mauvais élève, que si on va dévaluer, c'est à cause du Congo, bien sûr. Non, on peut dévaluer à cause du Congo, mais ça ne sera pas une dévaluation parcellaire. La preuve, c'est que quand ils se Ah, sont ah. retrouvés en décembre, c'est un des volets qui a été discuté, Alors, notamment avec vous- le problème préoccupant des réserves de change, où oui. semble-t-il à l'époque, nous étions à peine à 2,1 mois, ce qui est extrêmement faible. Mais il a été recommandé aussi aux États de tout mettre en œuvre pour aller à la diversification Alors, économique. quels sont les mécanismes qui sont prévus pour discipliner un État qui se conduit de la manière, comme le Congo? Généralement, il faut On va prévoir. exclure le Congo de cette zone. Bon, mais on n'a pas parlé d'exclusion puisque le président Biya qui a présidé la réunion a beaucoup plus insisté sur la solidarité qui doit exister entre l'État, c'est-à-dire à lancer un appel à la prise de conscience de chaque État sur le danger que la sous-région court et au-delà de la sous-région, que chaque État, que le danger que chaque État court. Et aujourd'hui, au Congo, ben, nous sommes dans la misère. Quand vous suivez le Premier ministre Anatole Koliné Makosso parler, mais on ne fait que répéter qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent. Mais pendant qu'on répète qu'il n'y a pas d'argent, on ne fait rien pour récupérer. On ne fait même rien pour arrêter les détournements et la corruption et autres. La preuve, on vient de découvrir le cas de Donguzida et les gens se posent la question, pourquoi les gouvernants sont silencieux sur ce cas? Et quand vous lisez les réseaux sociaux, on dit que pratiquement tout le monde est noyé dans ce problème, qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Moi, enfin, je ne m'aventure pas trop là-dedans. J'estime qu'il est bon que la justice fasse son travail et qu'on essaye d'avancer, mais visiblement. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'à travers le scandale de Donguzida, il faut aller carrément à des mesures radicales qui doivent conduire à ce qu'on audite le trésor public congolais, à ce que l'on audite les grands travaux et tous les projets de la municipalisation accélérée, à ce qu'on agisse. Quand on vous dit qu'on a débloqué de l'argent pour une route imaginaire de 137 km, le comportement normal devrait faire quoi? Et les institutions, notamment la justice, elle doit accompagner le gouvernement parce que la justice, elle est censée être indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Il faut que la justice joue son rôle. Il faut que la sanction joue. Je rappelle que quand le président Sassou a fait son message sur l'état de la nation en 2018, il a bien dit il n'y aura ni gros menu flétin, ni gros poisson
tout passera dans la nage du droit et de la justice. Seul prévaudra la loi. Il suffit de suivre cette directive. Suis-je, Monsieur Mirassa, en train de rêver? De quelle justice parlez-vous? Mais nous avons une justice. Il faut. Bon, c'est vrai, votre question est pertinente. Pourquoi? Mais parce que j'ai été informé de ce que la société civile a déposé une plainte s'agissant du différentiel de 6 milliards qui se dissipait chaque année et que la plainte n'a pas été reçue. Allez, je me suis dit, si on ne reçoit même pas la plainte, il y a un problème. Il faut qu'on regarde les choses assez sérieusement. Aujourd'hui, les gens ont les regards tournés vers la justice avec le problème de Moya, Gertrude et Stéphanie et le problème de Dongou, Armel et Silver et Zidane. Zidane. Et j'ai suivi un Congolais. Je me suis demandé si ce qu'il disait était réaliste. Quand il a déclaré sur les réseaux sociaux que Zidane aurait 85 immeubles sur le territoire national et 603 appartements à l'extérieur du pays, vous vous rendez compte de ce que ça représente? Donc, le Et Congo, s'il ne serait qu'un prêtre? Non, Monsieur Zidane. ça, laissons la justice faire les choses. Et je dis, si un citoyen ordinaire, cadre dans une structure forte comme le Trésor, peut être à ce niveau, ben, dans tout le Congo, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça veut dire effectivement qu'il y a de l'argent. Le Congo est un pays riche et les Congolais ne sont pauvres que parce que cette richesse est accaparée par une minorité qui vit dans l'opulence, qui vit avec arrogance et qui vit, etc., mais plongeant la majorité des Congolais dans la misère. Donc voilà la situation. Mais par rapport à la CEMAC, il faut que le Congo prenne des mesures courageuses. Mais regardez, quand vous prenez la dette, je rappelle toujours ça, quand vous prenez la dette, en 2010, grâce à l'effort et au soutien du Fonds monétaire, nous avons atteint le point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés et la dette a été réduite pratiquement à 1565 milliards 2010. Mais après la crue, et en décembre 2024, elle était de 8530 milliards, représentant pratiquement 94% du produit intérieur brut, alors que la norme communautaire de la CEMAC, il faut que nous soyons inférieurs ou égaux à 70%. Nous sommes à 94%. Et il vous souviendra que lorsque le Premier ministre était en mission à Paris, il avait annoncé qu'elle se situait déjà au niveau de 91%. Mais si en 2003, elle était à 91% et qu'elle n'a pas baissé depuis, elle a au contraire augmenté, et ça veut dire qu'on a un problème structurel fondamental qu'il faut résoudre. Et quand on parle de la dette, on se pose la question, ça a servi à quoi? Parce qu'on s'est endetté au maximum pendant que nos budgets dégageaient des excédents. Donc, toutes ces questions, il faut qu'on en fasse la lumière, que ça soit clarifié, qu'on ait le courage de s'attaquer. Mais le courage aussi de se remettre en cause, que les responsabilités soient établies et s'il y a des sanctions qui doivent être prises, que les sanctions soient prises. Alors, avoir peut-être le courage de M. Oligui du Gabon pour tout remettre à Ben, plat de couture. on dit beaucoup de choses sur le président Oligui. Je lui souhaite bon vent. Je souhaite que son septennat se déroule dans de très bonnes conditions. Mais quand on suit les Gabonais s'exprimer, je crois qu'ils sont contents de ce qui leur Absolument, arrive. oui. Et je crois que au niveau, et ça pose la question au niveau du Congo, l'élection 2026, que sera-t-elle? Est-ce que les conditions sont vraiment réunies pour qu'on aille à une élection libre, démocratique et transparente? Je suis de ceux qui pensent que non. Et est-ce qu'on peut le réaliser? Parce que je prends rien qu'une recommandation qui a été faite quand? Cette recommandation a été faite en 2011 lors de la concertation des voix. On avait dit quoi? On avait recommandé au gouvernement l'inscription dans un timing précis des opérations préélectorales et électorales afin d'éviter la précipitation. Mais nous sommes à moins d'un an de l'élection présidentielle. Le timing n'est pas fait. On avance comment? On veut les gens, les voix s'élèvent pour demander la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante. Les voix s'élèvent pour qu'on aille vers la maîtrise du corps électoral. Les voix s'élèvent pour qu'on aille vers la fiabilité des listes électorales. Les voix s'élèvent pour qu'on aille vers un texte, une loi qui plafonne les dépenses des campagnes. Et on en est où? Donc, on a
il y a tellement de Mais problèmes. Monsieur Medassa, vous savez bien que ce système est là pour rester. Rester, oui, En anglais, nous disons to stay, to stay. oui. La Rester, fin dit pour tout le monde l'éternité, a- non? c'est pour rester. Mais rester pourquoi? Et c'est là où nous attirons l'attention des Congolais. Pour qu'ils comprennent qu'on veut rester pour continuer à plonger les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Parce que les Congolais souffrent suffisamment. Et aujourd'hui, les routes, regardez même les, les, le bruit que fait la signature des documents avec la société sénégalaise. Maintenant, on apprend que juridiquement, elle n'était même pas constituée lorsqu'on a signé les accords, etc., l'affermage, etc. Donc, il faut que nous revenons vraiment à une vision qui nous permette d'avoir l'amour du pays, d'avoir l'amour des Congolais et que l'on puisse avancer et qu'on puisse évoluer. Voilà, merci. Nous aurons le temps dans nos prochaines émissions, prochaines invitations, j'entends, d'aborder en profondeur ces questions économiques. Et nous allons refermer sur la visite de M. Denis Sassou Nguesso en Russie. Je vois le comportement de Denis Sassou Nguesso en termes de Janus, notamment le dieu grec à double face, double facette. On le voit faire des yeux doux à Poutine et d'aucuns, dans une large mesure, le définissent comme cet enfant terrible de la France-Afrique, dernier vestige de la France-Afrique en Afrique centrale. Alors, Monsieur Mirassa, est-ce que je dois parler d'hypocrisie de Poutine ou de ruse de Sassou ou de nonchalance de Macron? Voilà une équation que je vous donne pour refermer ce journal. Non, moi, ce que je dis, ce que je dis, et j'ai été très, très admiratif du comportement du président Ibrahim Traoré. Il faut que nous allions dans une coopération gagnant-gagnant, en sauvegardant à chaque fois les intérêts du Congo et en agissant toujours pour préserver la souveraineté du Congo. Et je crois que c'est ça qui doit nous guider dans ce genre de relation. Bon, le président était en Russie à cette manifestation. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il va, et je crois, autour du 24 être en France. Bon, on va suivre ce qui se passe. Mais nous, ce que nous voulons au niveau du Congo, moi, je donne mon point de vue. Ce que nous voulons au niveau du Congo, c'est l'organisation d'une élection en 2026 qui soit libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée et qui Avec permette ce régime, avec M. Sassou? et, 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 et qui nous permette d'aller vers le changement et la rupture. Non, je ne fais pas de commentaires sur le président Sassou. J'interpelle les Congolais parce que s'ils prennent le destin de leur pays entre les mains, il nous est possible d'obtenir l'organisation des élections libres, démocratiques, transparentes, crédibles et apaisées. Est-ce que vous pensez que la position hypothétique de M. Sassou en Afrique centrale n'est pas un désavantage pour le Congo? Je ne vous vois pas suffisamment en train de... vous en avez parlé hein, sur le Rwanda, et est-ce que vous croyez que maintenant les choses deviennent plus graves et hypothétiques pour le Congo? Vous avez l'ambassade des USA qui a été fermée à Brazzaville, et tout cela n'augure pas des lendemains douteux, ombrageux pour le Congo? J'allais dire Non, même ténébreux pour le les Congo. problèmes, nous les avons soulevés. Nous avons dit, par exemple, que nous avons sacrifié notre jeunesse avec ce problème de la dette. Nous avons dit, et nous continuons à le dire, que nous nous battons pour le problème des terres et que nous nous opposons fondamentalement et radicalement à la vente et à la cession des terres parce que ce n'est que rien d'autre qu'un autre sacrifice sur notre jeunesse. Aujourd'hui, il faut que les voix s'élèvent pour que les gens qui sont responsables des détournements puissent être jugés, qu'ils puissent être sanctionnés, qu'ils puissent être punis, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire un certain nombre de choses. Maintenant, ça veut dire en fait que sur l'échiquier international, nous avons intérêt à agir pour redorer l'image de notre pays. Cette image est véritablement euh, a pris un coup. Il faut que nous agissions pour donner au Congo le crédit, sa place dans le concert des nations. Et je crois que ça, c'est possible. Vous savez, nous nous sommes battus très longtemps, depuis plus de 10 ans, pour dire qu'il fallait qu'on respecte la loi en ce qui concerne la tenue d'un conseil national de dialogue ou de dialogue. Mais vous avez vu comment les gouvernants se sont comportés.
On ne peut absolument rien faire dans ce cas. Mais nous disons qu'il faut qu'on agisse toujours pour défendre les intérêts du Congo, pour défendre sa souveraineté, de faire en sorte que les richesses du Congo profitent à tous les Congolais et que tous les Congolais puissent avoir une vie digne parce qu'on s'est rendu compte et la démonstration a été faite que le Congo est un pays extrêmement riche, mais on ne comprend pas comment les Congolais peuvent croupir dans la misère et la pauvreté qui est à la fois inacceptable et intolérable. Voilà. Voilà, on dit que, absolument la dernière question, que vous et nous, hein, je peux le dire, que notre temps est passé et qu'il faudra passer la main aux jeunes. De la même manière que vous le demandez à Sassou, êtes-vous prêt justement à laisser les jeunes se présenter à une élection ouverte et crédible? Mais passer la main aux jeunes, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, quand on parle de vol, est-ce que les jeunes ne sont pas concernés? Quand on parle de mentalité, monsieur Jean Lewis, regardez ce phénomène que nous vivons et ce que l'on appelle vulgairement deux fois deux, c'est-à-dire les gens qui se couplent, l'homosexualité. Et j'ai suivi les témoignages qui m'a fait très mal d'un avocat qui a réagi sur les réseaux sociaux parce qu'il a postulé, semble-t-il, à un poste d'avocat de la SNPC. Et la proposition qui lui a été faite, c'était que, bon, écoutez, venez suivre ces pratiques que nous utilisons et on fera de vous un grand homme. Et il a réagi pour dire Ah qu'au bon? grand jamais. Non, non, mais c'est des faits que nous vivons, qui sont connus. Il y a des publications qui sont faites, il y a un certain nombre de choses qui sont dites. Et ça, la jeunesse est en plein là-dedans. Elle est en plein là-dedans. C'est à la jeunesse de prendre conscience. Je crois que le problème de passer la main, c'est la gestion du pays, ce n'est pas une gestion de fracturer en disant votre été est arrivé, vous n'avez. Non, c'est dans le combat, c'est dans les champs. Mais vous savez bien qu'il y a des gens qui sont. J'allais dire, il faut beaucoup plus impliquer les jeunes, hein, Mais il faut beaucoup plus impliquer les jeunes. Je pose la question, euh, monsieur Jean-Denis. Il y a combien de jeunes dans le gouvernement? Il y a combien de jeunes dans le gouvernement actuel du président Sassou? Je suis statisticien et au plan démographique, lorsqu'on parle de la jeunesse, c'est entre 0 et 32 ans. On peut encore tolérer jusqu'à 35 ans. Quel est le jeune qui est dans le gouvernement? Et pourtant, les jeunes ne parlent pas de la transmission du pouvoir quand il s'agit du pouvoir du président Denis Sassou Nguesso. Mais quand on parle du changement de rupture, ils estiment qu'il faut aller. Non, je crois qu'il faut travailler dans l'intérêt du pays, faire en sorte que nous privilégions l'excellence, que nous rejetons la médiocrité, faire en sorte que nous fassions émerger la sanction, que nous sortons de l'impunité, que nous sortons du repli identitaire, de la gestion clanique. Voilà un certain nombre de choses qui feront que, pourquoi ce débat-là semble n'apparaître que maintenant. Puis dans tous les cas, monsieur Jean-Lévy, vous me connaissez, je fais mes interventions, je développe un certain nombre d'idées. Je ne suis pas sectaire au point de dire ça c'est pour le troisième âge et ça c'est pour la jeunesse. Mais il faut bien qu'il y ait la transmission intergénérationnelle, mais ça se fera dans le vivre ensemble au niveau de la société. voilà, Monsieur Merassa, merci. Je crois que nous avons fait le tour des questions, hein, de rien. Quelques dernières intuitions. Vous pensez avoir oublié un détail important? Non, moi, ce que je dis, notamment pensant et revenant au problème de M. Lassi Bouti, vous voyez, on est dans un contexte où aujourd'hui, on a le sentiment que quand on est dans les détournements, dans la corruption, etc., que c'est toléré. Et moi, je pense que ce choix est un choix extrêmement dangereux pour l'avenir de notre pays. Il faut que ça s'arrête. Il faut que nous conduisons, encore que je peux appeler ou faire référence à quelque chose de très clair que nous aimons à répéter en tant que catholiques. Je crois que pour les autres qui prient, c'est à peu près la même chose. Sur trois principes essentiels. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. C'est pratiquement tout un programme. Et si on agit en appliquant ces trois principes, je crois, et il n'est pas normal que l'on puisse tolérer le vol, comme il n'est pas normal que l'on puisse aller vers les crimes de sang et autres, comme il n'est pas normal qu'on aille vers le mensonge, etc. Et je crois qu'on on aidera
pour cheminer vers le vivre ensemble et faire en sorte que notre pays soit un espace où il fait véritablement beau vivre. Voilà, monsieur Jean-Lewis, par quoi je termine cette émission. Voilà. Merci donc, doyen Melassab. C'était